Est-ce que vous êtes déjà posé la question pourquoi je suis ce que je suis? Pourquoi mon corps est symétrique? Pourquoi j'ai 2 bras, 2 jambes, 2 yeux? Pourquoi je prends énormément de plaisir à écouter des suites de sons qu'on appelle musique? Pourquoi j'ai une affection profonde pour des gens que j'ai pas choisis qu'on appelle famille? Pourquoi les cafards me dégoûtent et pas les chats? Pourquoi ça fait des guilis dans le ventre quand je l'embrasse et puis quelques temps après, plus rien? Pourquoi j'ai des amis et des ennemis? Et pourquoi les ennemis de mes ennemis sont mes amis? Pourquoi quand je débat et qu'on montre que j'ai tort, j'ai quand même raison? Pourquoi? Une partie de l'explication porte un nom que vous avez probablement entendu de nombreuses fois, la sélection naturelle. Alors de façon générale, la théorie de la sélection naturelle répond à une simple question qu'adorent se poser les biologistes. Qu'est-ce qui fait que tous ces êtres vivants ont cette caractéristique en commun? Qu'est-ce qui fait que tous les zèbres ont des rayures, que tous les lions ont des griffes, que tous les mammifères ont le sang chaud? Alors, voici le deal que je vous propose. Dans cette vidéo, je vous donne toutes les bases pour comprendre le mécanisme qui est à l'origine de tous les êtres vivants, qui vous a créé vous et vos comportements. En bref, cette vidéo est entièrement dédiée à la brique de base qui permet de comprendre tout le reste. Mais si je vous demande de décrire comment fonctionne cette brique de base, la sélection naturelle, je suis sûr que vous avez déjà une vague idée. Eh bien, illustrons cette idée avec un exemple. Imaginez que les ancêtres des girafes avaient un petit cou. Alors plaçons-nous il y a des millions d'années, ces girafes à petit cou vivent dans la savane et se nourrissent principalement de feuilles d'arbres. Avec leur petit cou, elles ne peuvent atteindre que les branches les plus basses des arbres qui les entourent. À force de manger les feuilles basses dans les arbres, il y en a de moins en moins, alors qu'il reste toujours plein de feuilles en hauteur à manger. Afin de leur permettre de se rapprocher des feuilles hautes, le cou des girafes s'allonge un petit peu. Les girafes se reproduisent et transmettent leur cou un peu plus long à leurs descendants. C'est ainsi que toutes les girafes de la génération suivante se retrouvent dotées d'un cou un peu plus long. Et ainsi de suite jusqu'à arriver aux girafes à très long cou que l'on connaît. C'est une belle explication. Le seul souci, c'est que c'est pas de la sélection naturelle. Ce que je viens de vous décrire, c'est une forme de lamarckisme, une théorie de l'évolution des espèces dont le nom est tiré de son inventeur, le biologiste français Lamarck. Cette théorie a été concurrente à celle qu'a proposée en 1859 Darwin, et qui a plus tard donné son nom au darwinisme, dont l'élément principal est la sélection naturelle. Pour bien comprendre la sélection naturelle, il faut déjà comprendre ce qu'elle n'est pas. Le lamarckisme considère que les caractéristiques des êtres vivants évoluent au cours du temps pour répondre à un besoin. Par exemple, manger des feuilles. Que les organismes acquièrent les caractéristiques répondant à ce besoin de leur vivant. Le cou des girafes s'allonge pour atteindre les feuilles en question. Que ces caractéristiques acquises sont transmises à leurs descendants. Les girafes de la génération d'après ont aussi un plus long cou. Et donc que les populations évoluent uniformément. Les girafes ont tout le cou qui grandit en même temps. Le darwinisme, lui, s'oppose à tout ça. Les changements n'arrivent pas pour répondre à un besoin, mais sont le fruit du hasard. Les caractéristiques que les organismes acquièrent au cours de leur vie ne sont pas transmises à leur descendance. Si une girafe se casse le nez, son enfant ne naîtra pas avec un nez cassé. En revanche, les traits que les organismes ont hérités de leurs parents, eux, se transmettent. Et quand un changement apparaît dans la population, il met du temps pour se diffuser dans l'entièreté de cette dernière. L'évolution se fait de manière disparate. Une des différences cruciales entre le lamarckisme et le darwinisme est que dans le lamarckisme, y a pas de sélection. Alors que dans le darwinisme, à chaque génération, les individus les plus aptes sont sélectionnés, conduisant à une évolution des populations. Bon, c'est pas forcément très concret, donc reprenons notre exemple précédent. Notre population de girafes est toujours dotée d'un petit cou, et comme auparavant, finit par manger la plupart des feuilles basses des arbres autour d'elle. Ces girafes se reproduisent, et il s'avère que parmi la nouvelle génération de girafes, l'une d'entre elles possède un cou plus grand que les autres. Grâce à son plus grand cou, cette girafe a accès à la fois aux feuilles basses et à celles en hauteur, et donc mange plus que ses congénères. Ce faisant, elle survit plus longtemps, ce qui lui donne plus l'occasion de se reproduire et donc plus de descendants. Ces descendants héritent du cou plus long de leurs parents, et ainsi, à la génération suivante, il y a plus d'individus avec un long cou au sein de la population de girafes qu'il n'y en avait à la génération précédente. Parmi cette nouvelle génération, il s'avère qu'une des girafes naît avec un cou plus petit que les autres. N'ayant accès à aucune feuille, elle meurt rapidement, sans descendants. Parallèlement, les girafes à cou standard se reproduisent, mais de moins en moins puisque les feuilles à leur hauteur se raréfient. Les girafes à long cou, quant à elles, continuent à leur rythme à augmenter en proportion. Ainsi, au bout de quelques générations, il n'y a plus que des girafes à long cou au sein de notre population. Voilà, ça c'est de la sélection naturelle. Et c'est ce mécanisme si simple et si beau de par sa simplicité qui est à l'origine de l'incroyable diversité du monde vivant qui nous entoure, mais aussi de l'incroyable diversité de notre univers mental. De l'entrelac de branches qui forment la ramure d'un chêne, aux arbres neuronaux qui peuplent le cerveau du peintre, jusqu'au réseau de coups de pinceau qui compose un tableau, on retrouve l'œuvre de la sélection naturelle. Mais avant de s'intéresser aux conséquences, essayons de comprendre la cause. C'est quoi la sélection naturelle au juste? Ça tient en 3 mots: variation, sélection et hérédité. And it went like...
remarque, j'utiliserai les deux mots traits et caractéristiques de façon interchangeable dans cette vidéo. Ils désignent n'importe quel aspect d'un organisme. Ce peut être la couleur de sa fourrure, sa production de sérotonine, son niveau d'agressivité, bref, n'importe quelle propriété d'un être vivant, macroscopique ou moléculaire. Donc dans un premier temps, pour qu'il y ait sélection naturelle, il faut une population dont les caractéristiques varient entre individus. Cette variation est aléatoire. Dans notre exemple précédent, certaines girafes naissent avec un long cou, d'autres avec un petit cou, et c'est complètement indépendant du fait que la majorité des feuilles comestibles sont en hauteur. Cette variation n'est donc pas déterminée par les besoins de l'individu, ou de l'espèce, elle est le fruit du hasard. Dans un deuxième temps vient la sélection. Contrairement à la variation, la sélection, elle, est non aléatoire. Une fois qu'il y a de la variation dans les caractéristiques au sein de la population, certaines vont favoriser la survie et la reproduction des individus, tandis que d'autres vont les défavoriser. Et ce désavantage résulte en partie du nombre limité de ressources. En effet, un environnement ne contient pas de la place, de la nourriture et des partenaires sexuels à l'infini. Comme il n'y a pas des ressources pour une infinité d'organismes, les êtres vivants sont en compétition pour l'obtention de ces ressources. Alors cette compétition n'implique pas forcément que les girafes se bastonnent violemment entre elles pour décider de qui va survivre. On peut voir ça plutôt comme un jeu de chaises musicales. Aux chaises musicales, il y a moins de chaises que de joueurs. Et donc lorsque la musique s'arrête, seuls les plus rapides s'assurent une place pour jouer au prochain tour. Dans la nature, c'est sensiblement la même chose. Il y a un nombre de places limité pour se reproduire, et seuls les plus aptes s'en assurent une pour passer leurs caractéristiques à la génération suivante. Ainsi, de la même façon que s'asseoir sur une chaise revient aussi à retirer une chaise aux autres joueurs, manger une pomme revient à empêcher ses congénères de manger cette même pomme. Et cela ne s'applique pas juste à la nourriture, mais à toute ressource nécessaire à la survie et à la reproduction des individus. Les abris où dormir en sécurité la nuit sont une ressource. Les alliés qui nous protègent des autres organismes hostiles en sont aussi, etc. Si on prend l'exemple de nos girafes, la source de nourriture de celles à petits coups, à savoir les feuilles basses, diminue. Donc elles sont parties pour s'éteindre quoi qu'il arrive. Mais on aurait très bien pu imaginer que les girafes à long cou, en monopolisant petit à petit les feuilles basses, finissent par éradiquer les girafes à petits coups. En effet, ce qui explique qu'un trait se répande jusqu'à être partagé par tous les membres d'une population, ce n'est pas juste qu'il permet de plus manger et de se reproduire. C'est que, comme on vient de le voir, il prive indirectement de ressources les individus ne le possédant pas, parce que les ressources sont limitées. Par exemple, le sexe est une ressource limitée. Toutes les girafes n'y ont pas accès. Admettons que je sois une girafe et que je choisisse mon partenaire sexuel au hasard. Comme la proportion de girafes à long cou augmente au sein de la population, parce qu'elles mangent plus, survivent plus longtemps, etc., si je chope un partenaire, plus les générations passent, plus j'ai de chances que ça soit une girafe à long cou. Ainsi, génération après génération, les girafes à long cou s'assurent toujours une place parmi le nombre restreint d'individus appelés à se reproduire. Jusqu'à ce qu'on arrive à une génération où aucune girafe à petit cou n'ait eu la chance de tirer son coup. Mais où est la place pour la coopération dans tout ça ? Parfois, le meilleur moyen de choper des ressources, c'est de s'allier avec un copain, qu'il soit de mon espèce ou pas. Parce qu'on fait toujours plus le poids dans la compétition à deux que tout seul. Donc certes, c'est chiant de partager le gâteau à plusieurs, mais si le gâteau en question est énorme, on aura chacun une plus grosse part que ce qu'on aurait eu autrement. Je ne rentre pas plus dans les détails, ça mériterait une vidéo dédiée. On voit bien qu'à ce jeu-là, le but n'est pas d'être le meilleur organisme possible. Il suffit juste d'être meilleur que ses congénères. Et la raison est simple, la sélection naturelle ne sélectionne pas les meilleurs traits possibles, juste les meilleurs traits à disposition. Peut-être que des guépards montés sur roue seraient encore plus aptes à attraper des proies que des guépards sur pattes. Mais dans la mesure où aucun guépard sur roue n'est né au sein de la population des guépards, il suffit juste d'être un guépard avec des pattes un peu plus longues que celles de ses congénères afin de s'assurer une place parmi ceux qui vont se reproduire. Enfin, il est nécessaire que ces variations soient héritables, c'est-à-dire que les caractéristiques des enfants soient plus proches de celles de leurs parents que de la moyenne de la population. C'est ce qui permet la sélection de la même caractéristique génération après génération, jusqu'à ce que cette dernière se répande dans l'entièreté de la population. Pour illustrer ça rapidement, prenons un groupe d'humains maigrelets. Certains tombent sur des pubs pour la musculation et décident d'arrêter d'avoir un physique de cintre. En allant à la salle de sport, ils acquièrent la caractéristique d'être musclés. Et admettons qu'ils se reproduisent plus grâce à ça. Je sais pourquoi vous allez à la salle de sport, vous savez pourquoi j'y vais, tout le monde sait pourquoi on y va. Cela ne changera pas la proportion de gens musclés au sein de la population pour autant, puisque le fait d'être musclé ne se transmettra pas aux nouveaux descendants, dont chacun naîtra maigre à nouveau. Donc sans héritabilité des caractères, les cartes seraient rebattues à chaque génération. Les girafes avec des longs coups se reproduiraient certes plus, mais donneraient naissance à des girafes avec une taille de cou aléatoire. Le long cou ne pourrait ainsi pas devenir la norme au sein de la population. Au bout du compte, la sélection naturelle ne sélectionnerait rien à proprement parler. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que la sélection naturelle sélectionne vraiment ? C'est quoi ses critères pour favoriser ou défavoriser un trait ? Ça pousse vers quoi, la sélection naturelle ? Ça nous transforme en quoi ?
ces questions, je vous propose de mener l'enquête. Nous avons plusieurs suspects et on va évaluer leur alibi. Le premier, c'est l'idée selon laquelle les traits qui se répandent sont ceux qui favorisent la survie de l'espèce. Alors faisons une petite expérience de pensée, je crois que vous commencez à comprendre qu'ici on aime bien ça. Imaginez une espèce de singe vivant dans un environnement rempli d'arbustes qui poussent à une certaine vitesse. Un beau jour, un singe naît avec un plus gros estomac que les autres. Pouvant manger plus d'arbustes, il a moins de chances de mourir de faim et survit plus longtemps que ses congénères. Cette durée de vie allongée lui donne plus d'opportunités de se reproduire. Ainsi, donnant plus de descendants à ses possesseurs, la caractéristique d'avoir un gros estomac se répand rapidement dans la population de singes. Le souci, c'est que la proportion de singes à gros estomac finit par devenir si importante que les arbustes sont mangés plus vite qu'ils ne poussent. Ces arbustes étant la seule source d'alimentation de nos singes, ces derniers courent droit à leur extinction. Le problème, c'est qu'il est impossible que les singes à estomac plus petit redeviennent la norme. La raison en est simple, même s'il y a moins de nourriture à manger, cela reste toujours les singes les plus voraces qui mangent le plus, et donc gardent plus de chances de se reproduire en comparaison des singes moins voraces. Rappelez-vous, au jeu de la sélection naturelle, il suffit juste d'être meilleur que ses concurrents, même si cela implique qu'on y perde tous collectivement. Et c'est ainsi que nos singes s'éteignent après avoir épuisé tous les arbustes de leur environnement. Toute ressemblance avec une autre espèce et des événements climatiques est purement fortuite. La réponse est donc non. La sélection naturelle ne favorise pas la survie de l'espèce, mais favorise-t-elle la survie de l'individu pour autant ? Autre expérience de pensée, imaginez des renards. La population de renards se divise en deux. Il y a ceux ne pouvant pas vieillir, donc quasiment immortels. Ils peuvent mourir de faim ou des suites d'une blessure, mais pas de vieillesse. La contrepartie, c'est qu'ils ne peuvent pas se reproduire. Les autres renards, eux, vivent bien moins vieux, mais se reproduisent. Ceux-là, appelons-les les renards lubriques. Si la sélection naturelle favorise uniquement la survie de l'individu, alors les immortels devraient à terme dominer l'ensemble de la population. Eh bien, voyons comment ça se déroule. D'un côté, comme les immortels ne se reproduisent pas mais ne meurent pas de vieillesse, leur nombre au sein de la population reste inchangé au fil des générations. Mais pas tout à fait. À chaque génération, un immortel a une petite chance de mourir, que ce soit accidentellement ou de faim si un renard lubrique lui prend sa nourriture. De l'autre côté, les renards lubriques meurent de vieillesse mais ont beaucoup de descendants. Ainsi, lentement mais sûrement, la population des renards immortels décroît, là où celle des renards lubriques augmente. En effet, une perte chez les immortels est certes très rare, mais cette perte est absolument irremplaçable, puisqu'ils ne se reproduisent pas. A l'inverse, la population des renards lubriques perd souvent des membres, mais ces pertes sont compensées par l'arrivée constante de nouveaux individus. La survie sans reproduction n'a donc aucun intérêt pour la sélection naturelle. Or, la reproduction ne consiste pas à faire des copies de soi-même. Jusqu'à preuve du contraire, vous n'êtes pas la réplique de votre père ou de votre mère. D'ailleurs, je sais pas qui doit s'estimer heureux entre vos parents et vous. Ainsi, ce qui se diffuse génération après génération, ce ne sont pas des individus, mais des traits. Ce qui augmente en proportion dans notre population de renards, c'est le fait d'être fécond. Ce qui est donc sélectionné, ce n'est pas les caractéristiques qui favorisent la survie de l'individu, mais celles qui favorisent la survie et la transmission du trait lui-même. Les caractéristiques sélectionnées sont celles qui sont bonnes à se maintenir elles-mêmes dans la population. Et comme nous venons de le voir, la meilleure stratégie pour se maintenir dans une population, ce n'est pas d'être présent dans une poignée d'êtres vivants, mais de placer des copies de soi-même parmi de nombreux organismes. Aujourd'hui, on ne dirait pas que la sélection naturelle sélectionne des traits, mais plutôt des gènes. Un gène, c'est une portion d'ADN. Alors ça nous emmènerait un peu loin pour cette vidéo, mais très grossièrement, retenez juste que les gènes sont comme les plans qu'utilise un architecte pour construire une maison. Vos gènes dictent en partie quelles vont être les caractéristiques qui vont composer votre corps. Vos gènes sont présents dans chacune de vos cellules et ce sont vos parents qui vous les ont transmis. Les gènes sont donc héritables. Ils sont aussi sujets à des mutations qui de fait changent les caractéristiques de l'individu. Alors je le précise parce que j'ai senti 2-3 tensions artérielles chuter, ce ne sont pas vos gènes qui produisent ce que vous êtes. Ce sont vos gènes en interaction avec votre environnement. Et votre environnement inclut des choses très diverses, allant de la nature qui vous entoure, en passant par vos interactions sociales, la culture qui vous est transmise et plein d'autres trucs. Mais on explorera tout ça à une autre occasion. Ainsi, pour en revenir à la question qui taraude nos biologistes, la désormais classique « Pourquoi tous ces êtres vivants ont cette caractéristique en commun ?», la réponse à cette dernière est une forme de tautologie. Tous les membres de cette espèce possèdent une copie de cette caractéristique, parce que cette caractéristique était douée à faire des copies d'elle-même. Tous les lions ont des crocs, car avec des crocs, les lions attrapent plus de proies. Ils ont donc moins de chances de mourir de faim, ce qui leur laisse plus d'opportunités de se reproduire, et donc d'avoir une descendance plus nombreuse que les lions sans crocs. Descendance qui, grâce à l'héritabilité des traits génétiques, les traits codés par les gènes, possédera aussi des crocs. On peut donc dire que les crocs sont bons à faire d'autres crocs. Les gènes qui sont à l'origine des crocs sont bons à se répliquer, c'est-à-dire à créer des copies d'eux-mêmes au sein de la population des lions. Donc en un sens, bien qu'ils ne soient que des bouts de matière inanimée n'ayant aucune volonté ni conscience,
on peut décrire les gènes comme étant égoïstes. Hormis aléa dû au hasard, seuls les gènes qui cèdent eux-mêmes à se diffusent effectivement. Ce sont donc les gènes qui sont les protagonistes de la grande histoire de l'évolution. Pas nous. Ce sont eux qui se multiplient et s'affrontent entre concurrents dans la lutte pour l'hégémonie au sein de la population habitant un environnement. Dans cette épopée, les êtres vivants ne sont que le support de cette lutte. Un outil au service du foisonnement des gènes. Leur véhicule pour se répandre. Sans s'en rendre compte, des milliers de fois par jour, nous agissons dans l'intérêt de ces brins d'ADN. Nous nous faisons des amis, nous tombons amoureux, nous éprouvons de la jalousie parce que les gènes qui en sont responsables se sont auto-favorisés. Nous agissons suivant les instructions qu'ils nous laissent, et le plus beau, c'est qu'on n'a pas le sentiment d'obéir. Cette servitude volontaire, elle vient du fait que tous nos désirs sont le produit indirect de notre génétique. Ce qui ne veut pas dire que nos intérêts et ceux de nos gènes sont toujours alignés. Les environnements changent et il arrive parfois que les créatures que nous sommes se retournent contre leur créateur. Nous sommes un instrument au service des gènes, mais nous ne sommes pas nos gènes. Nos intérêts ont beau souvent coïncider, nous n'avons pas les mêmes. Mais c'est une autre histoire, et on en parlera une autre fois. Nos créateurs sont des entités très bizarres. Loin d'être omniscients et omnipotents, les gènes sont de simples bouts de matière inanimés. Ils ne désirent rien, ils se contentent de se répliquer s'ils sont bons à se répliquer. Et pour être bon à se répliquer, il faut être un gène égoïste. Prenez un gène qui augmenterait les chances de survie des êtres vivants qui ne le possèdent pas. Par exemple, en faisant se sacrifier héroïquement l'organisme qui en est porteur pour sauver la vie d'un autre organisme qui en est dénué. Un tel gène favoriserait la survie et donc la reproduction d'êtres vivants possédant de l'ADN concurrent. Notre gène du sacrifice participerait à la réplication d'autres gènes aux dépens de son propre nombre de copies. Et donc il participerait à sa propre disparition. Cette expérience de pensée, comme toutes celles que je vous propose, est simpliste. Et dans la réalité, il y a des contre-exemples. Retenez juste ça. L'altruisme peut exister chez les êtres vivants et a fortiori chez les humains. Mais pas chez les gènes. Chez eux, l'égoïsme règne. Une autre erreur courante, et que vous aussi vous faites peut-être derrière votre écran, est de penser que les individus sélectionnés sont forcément les plus forts. Ce n'est pas le cas, la sélection naturelle est la sélection des plus aptes. Mais les plus aptes à quoi ? Vous commencez à comprendre la rengaine, les plus aptes à survivre et à se reproduire dans leur environnement. Mais le mot important qu'il faut retenir dans cette phrase, c'est environnement. Avoir un corps large, être fort physiquement, vient avec des avantages, mais aussi des inconvénients. Par exemple, un individu grand consomme plus de ressources alimentaires, réagit moins rapidement et est moins discret qu'un congénère plus petit. Il arrive donc parfois que ce soit le fait d'être modeste et faible physiquement qui soit favorisé par la sélection naturelle. C'est le cas de la souris des dunes, une espèce de rongeur que l'on trouve dans les habitats désertiques et semi-arides en Amérique du Nord. Dans ces environnements, les ressources alimentaires sont souvent limitées, et l'accès à l'eau peut être précaire. Les souris des dunes plus petites perdent moins d'eau par évaporation que leurs congénères plus grandes. Elles peuvent aussi se cacher dans des crevasses et fissures inaccessibles à leurs prédateurs que sont les hiboux et les renards. Elles sont donc plus adaptées que les grandes souris à l'environnement désertique. Ainsi, un trait quel qu'il soit, la force, l'intelligence, la rapidité, n'a pas de valeur dans l'absolu. Une caractéristique n'est bénéfique ou délétère que dans un environnement spécifique, dans lequel elle favorisera la survie et la reproduction de l'individu, ou ne les favorisera pas. Mesurer 2 mètres n'a aucun intérêt lorsqu'on vit dans des galeries de 10 cm. Avoir des branchies est inutile sur Terre, être rapide ne sert à rien si mes proies sont lentes. La sélection naturelle est donc complètement relativiste. À ses yeux, rien n'a de valeur dans l'absolu. C'est le contexte qui favorise un trait plutôt qu'un autre. Vous, moi, l'espèce humaine, on peut avoir l'impression d'être le dernier stade de l'évolution. La réalité, c'est que notre succès, on le doit à un environnement particulier qui nous a favorisés. Mais vous savez, les environnements, ça change. Bon, c'est bien sympa ce que je vous raconte, mais y a pas un truc qui vous choque ? Le fait que les êtres vivants soient aussi complexes et aussi bien adaptés à leur environnement, et que tout ça soit le fruit du hasard, c'est un peu bizarre. Comment le hasard peut-il produire une merveille d'ingénierie telle que l'œil ? La cornée et le cristallin agissent comme la lentille d'un appareil photo en dirigeant la lumière vers l'intérieur de l'organe. L'iris est une sorte de diaphragme ajustant la taille de la pupille pour contrôler la quantité de lumière entrante. La rétine, comparable à un capteur numérique contenant des millions de cellules photosensibles, récupère et transforme la lumière en signal électrique. Signal qui sera transféré par le nerf optique jusqu'au cerveau, à l'image d'un câble USB transférant l'information sur ordinateur. Cependant, il y a une légère différence entre l'œil et l'appareil photo. C'est que l'appareil photo a nécessité toute l'ingéniosité de l'esprit humain pour être inventé.
Et vous voulez me faire croire que la sélection naturelle, grâce au simple hasard, s'amuse à créer des organes d'une complexité comparable aux appareils photo, sur son temps libre, comme ça. C'est un argument assez frappant, mais on peut le reformuler encore bien mieux. Pour reprendre l'exemple du théologien William Paley, imaginez que vous baladiez dans le désert et que vous tombiez sur une montre. Face à l'intrication et à la complexité de sa mécanique, votre premier réflexe sera de supposer que c'est un horloger qui l'a créé. Eh bien, face à la complexité et à la fonctionnalité des organes des êtres vivants, l'explication la plus probable, c'est là aussi l'existence d'un créateur. En bref, le hasard n'est pas un candidat valable. Pour répondre à ça, faut voir les choses à la bonne échelle. Il arrive que les individus aient des mutations génétiques et donc de nouveaux traits, puisque comme on l'a vu, les traits sont en partie le produit des gènes. Mais généralement, ces mutations génétiques sont neutres ou délétères pour l'organisme. En effet, et c'est une règle de vie, il y a bien plus de façons de foirer quelque chose que de le réussir. Avec les mêmes ingrédients, pour une manière de faire un bon risotto, il y en a une infinité de le rater et de foutre le feu à la cuisine. Il y a aussi une infinité de manières de faire parfaitement équivalentes. Utiliser un saladier en verre ou en fer pour battre les œufs ne change rien au résultat de la recette. Donc la majorité du temps, les individus avec des gènes mutés sont défavorisés, ou tout du moins ne sont pas plus avantagés dans le jeu de chaises musicales de la lutte pour la survie. Mais très rarement, il arrive qu'ils en retirent un bénéfice. Pour comprendre comment de petites mutations peuvent s'ajouter les unes aux autres et finir par produire un organe ultra complexe comme l'œil, la première chose à savoir, c'est que l'évolution opère sur des échelles de temps extrêmement longues, sur des centaines de milliers, voire des millions d'années. Deuxièmement, au cours de tout ce temps, elle utilise une quantité démentielle d'individus, dont chacun possède une petite chance d'avoir une mutation bénéfique. Tous ces organismes forment la piétaille de l'évolution, les soldats qu'elle envoie en première ligne avec de faibles chances de survie et de reproduction pour qu'un jour parmi eux émerge une mutation bénéfique. La sélection naturelle n'est pas économe en ressources, et elle n'hésite pas à gâcher de nombreuses vies dans la course à l'adaptation. Chacune de ces vies sacrifiées sans avoir pu se reproduire représente le dernier maillon d'une chaîne ininterrompue qui remonte jusqu'à l'apparition de la vie sur Terre. Nous sommes tous les descendants d'un ancêtre commun, la première forme de vie. Et dans la grande chaîne du vivant, nous n'avons que quelques membres qui ont la chance de muter pour le meilleur. Pour appréhender un peu mieux ça, imaginez que vous ayez une chance sur 1 million de gagner au loto. On est d'accord, vos probabilités de gagner sont très faibles. On pourrait même considérer que ça n'a pratiquement aucune chance d'arriver. Et donc on pourrait en déduire que vous ne devriez pas y jouer si votre but est de gagner. Et c'est vrai. Mais c'est vrai parce que dans votre vie, vous allez jouer au loto une dizaine de fois, une centaine tout au plus. Maintenant, imaginez que vous jouiez 1 million, 10 millions, 100 millions de fois. Vos chances de gagner au moins une fois en sont très grandement augmentées, et deviennent même extrêmement probables. Eh bien c'est pareil pour l'évolution. La sélection naturelle gagne à la loterie des mutations génétiques parce qu'elle est patiente et joue sans relâche. Les mutations ont beau arriver par hasard, une chose ne l'est pas, la sélection des individus. Donc quand un gène avantageux finit par apparaître, il a de très grandes chances d'être sélectionné et de se diffuser dans la population. Ainsi, même si une mutation bénéfique est extrêmement rare, il suffit qu'elle se produise au moins une fois pour se répandre à terme dans toute une population. Rappelons-le, ça fait toujours du bien, c'est la mise en relation de variations aléatoires avec une sélection non aléatoire, auquel on ajoute enfin l'héritabilité de ces variations, qui permet aux populations d'êtres vivants d'évoluer. Et c'est ainsi qu'un processus aveugle, purement mécaniste, sans intention quelle qu'elle soit, arrive à expliquer l'homogénéité, mais aussi la diversité des organismes que l'on rencontre sur cette Terre, leur incroyable adaptation à l'environnement qui les entoure, et la beauté qui s'en dégage. C'est donc ce processus inlassablement répété de mutation, sélection et reproduction qui, génération après génération, a produit les êtres vivants tels que nous les observons aujourd'hui. C'est ce processus qui leur a donné leur corps et la psychologie qui va parfois avec, qui les dote des outils pour affronter la nature et interagir les uns avec les autres. Et c'est en comprenant la sélection naturelle qu'on commence à entrevoir pourquoi les êtres vivants, dont les êtres humains, sont ce qu'ils sont, font ce qu'ils font, croient ce qu'ils croient, ressentent ce qu'ils ressentent, rient, pleurent, détestent, éventuellement aiment, vivent et meurent.